Bonjour à tous, il m'est récemment venu à l'idée de faire de la vulgarisation scientifique de sorte à aborder certains thèmes scientifiques, certains phénomènes physiques qu'on rencontre tous les jours et essayer de les comprendre. De sorte aussi à comprendre ce qui se cache en dessous et à en quelque sorte observer les contours de la chose. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sciences des matériaux et nous allons aborder le thème de l'acier. Qu'est-ce que c'est l'acier? Pourquoi l'acier est à la limite le matériau le plus utilisé dans l'industrie puisqu'il a constitué, je pense, en 2016 près de 1630 millions de tonnes d'exportation dans le monde. Et donc, qu'est-ce qui fait la particularité de l'acier? Et voilà quoi. Donc, l'acier, c'est maintenant. De manière générale, lorsqu'on parle de l'acier, on parle juste du fer avec un peu de carbone qui varie, le taux de carbone varie entre 0 et 2%. Au-delà, entre 2% et 6,67%, on parle de fonte, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Et donc, le fer en lui-même, on le retrouve dans le tableau périodique des éléments, c'est-à-dire c'est le tableau qui regroupe tous les éléments qui constituent la matière visible, la matière sensible qu'on touche, qu'on voit, qu'on sent. Et donc là, il y a vraiment tous les éléments. Et par exemple, dans une partie de ce tableau-là, on trouve les métaux tels que l'aluminium, le fer, le titane, le magnésium, etc. Et donc le fer lui-même, il provient en fait du cœur des étoiles. En fait, dans les étoiles, il y a des réactions chimiques qui se produisent et ces réactions chimiques sont appelées des nucléosynthèses. Et au terme de ces réactions chimiques, on obtient du fer. Il faut dire que le fer qu'on retrouve ici dans la croûte terrestre, c'est-à-dire dans le sol, sur le globe terrestre ici, provient de ces nucléosynthèses et provient d'explosions de ces étoiles appelées supernovas, lorsque les étoiles arrivent au terme de leur vie en quelque sorte. Et donc c'est cela qu'on retrouve ici dans le sol. Et donc les minéraux de fer qui sont retrouvés, qui sont pris, qui sont extraits, vont être travailler de sorte à extraire le fer lui-même. Ces minéraux-là sont appelés généralement de l'hématite. Et donc de cette hématite-là, on retrouve le fer métal qu'on prend pour faire ce dont on a besoin. Lorsqu'on s'intéresse à l'aspect microscopique même de l'acier, par exemple, on prend une toute petite barre d'acier comme ça et on essaie de voir, de visualiser cette barre d'acier au microscope. D'abord, on observe une structure métallique. Ensuite, on voit des grains. Lorsqu'on augmente le grossissement, on voit un réseau d'atomes. Et après, lorsqu'on augmente encore le grossissement, on voit l'atome lui-même, le rangement d'atomes. L'acier a donc une structure microscopique cubique. Au passage, il faut dire qu'il y a généralement deux types d'arrangement d'atomes. L'arrangement d'atomes cubique, de manière où les atomes sont très bien arrangés, tel qu'on voit dans le cas de l'acier, et aussi un arrangement amorphe, c'est-à-dire les atomes sont disposés un peu ça et là, comme ça. Et c'est le cas généralement des matériaux vitreux, un peu comme le verre où les atomes ne sont pas bien arrangés. Là, par exemple, dans le cas de l'acier, les structures cubiques là, sont appelées des cellules élémentaires. Et donc, dans une cellule élémentaire, on a ces atomes de fer qui sont disposés comme un cube et quelque part, on a l'atome de carbone, soit au centre, soit sur les côtés. L'acier, par exemple, a deux types de structures cubiques. Il y a la structure cubique à face centrée, c'est-à-dire que l'atome de carbone lui-même est disposé sur les faces du cube. Et la structure cubique centrée, l'atome de carbone est au milieu, juste au centre même du... L'acier est un matériau allotrope. Cela veut dire que sa structure change en fonction de l'augmentation de la température. Ainsi, pour des températures les plus basses, jusqu'à environ 910-912 degrés, on parle de alpha fer. Et là, la structure de l'acier est centrée
est centré de manière générale, est centré dans l'espace. Et donc en 910 degrés, 912 degrés et 1390, 1392 degrés, cela dépend de certaines conditions. On parle de gamma fait ou austenite. On parlera de cela plus tard, mais cela en fonction des teneurs de carbone. Et donc là, la structure de l'acier, elle est centrée sur les faces. Et après, maintenant, au-delà de 1390 degrés environ, jusqu'à, je sais pas, jusqu'à plus loin, on parle de delta fer. Et donc là, on revient maintenant à la structure de départ qui est centrée sur qui est centrée dans l'espace en quelque sorte. Donc là, la structure de l'acier entre 1392 degrés, 1390 degrés et environ 1500 degrés, voire même au-delà, on parle de delta fer. De manière générale, on peut allier l'acier à plusieurs types de matériaux selon qu'on veut augmenter ses caractéristiques physiques, mécaniques ou selon l'utilisation qu'on s'est prescrite depuis le départ sur cet acier-là. Et donc l'acier, on peut l'allier à l'aluminium, au chrome, au molybdène, au titane, au nickel, à plusieurs autres types d'éléments. Et donc, de manière générale, on distingue trois grands types d'alliage d'acier. Il y a les aciers qui sont non alliés, les aciers qui sont faiblement alliés, les aciers qui sont fortement alliés. Pour les aciers qui sont faiblement alliés, généralement, c'est juste du fer et du carbone. Et dans leur nomenclature, on les distingue généralement par un C suivi d'un chiffre. Un exemple, un C45 ou un C100. Cela veut dire qu'on a 0,45% de carbone ou 1% de carbone. Vous avez vite compris que le chiffre qui est devant le divise par 100. Pour un acier qui est faiblement allié, par exemple, on les distingue par la nomenclature suivante, un 13CrMO44 par exemple. Et donc là, on va dire qu'on a 0,13% de carbone. On a par exemple, pour le chrome, on va prendre le 4 et on le divise par 4. Selon une certaine règle, on ne va pas rentrer dans les détails. Et là, par exemple, on obtient 1% de chrome. Pour le molybdène, on prend le 4, on le divise par 10, toujours selon une certaine règle, et on obtient 0,4% de molybdène. Pour les aciers qui sont fortement alliés, généralement dans leur nomenclature, on les distingue par un X devant leur nom. Et donc, pour un acier qui est fortement allié, on peut avoir un exemple, par exemple, un X, 10, CR, NI, TI, 18, 18. C'est toujours la même chose. 0,1% de carbone. Pour le CR correspond au 18, on va toujours garder les 18. On aura donc 18% de chrome, 18% de nickel. Et pour le TI, on n'a pas de chiffre derrière. On va dire qu'on a des traces de titane. Pour le TI, qui correspond au titane, il y a des traces, il n'y en a pas assez. Afin de mieux connaître ses caractéristiques et afin de mieux le dimensionner, l'acier en lui-même peut être soumis à plusieurs types d'essais, à plusieurs types de tests par exemple. Et donc là, on distingue deux grands types d'essais. Il y a les essais de destruction du matériau, de l'acier, et les essais sans destruction du matériau. Pour les essais sans destruction du matériau, on distingue par exemple les essais capillaires juste pour vérifier l'état du surface du matériau et les essais aux ultrasons juste pour voir les porosités intérieures du matériau. Pour les essais avec destruction du matériau, là encore on distingue un sous-groupe dont les essais dynamiques et les essais statiques. Là nous allons nous intéresser aux essais statiques et les plus répandus généralement sont les essais de traction du matériau et les essais de dureté par exemple. En ce qui concerne les essais de traction, on peut dire que ceux-ci sont très importants. Pourquoi? Cela nous permet de distinguer les domaines d'élasticité, les domaines de plasticité et les domaines de rupture du matériau lorsque ceux-ci sont soumis à une forte traction et lorsqu'ils sont bien évidemment soumis à une tension, à une contrainte de plus en plus grande. Et donc la contrainte en fait c'est quoi? C'est juste la force qui est appliquée sur une surface, la force qui va permettre de faire rompre l'acier. Et donc cette contrainte là est exprimée généralement en newton par mètre carré. Newton c'est juste la force, le mètre carré c'est juste la surface. Et donc là, pour les contraintes, on va généralement parler en termes de pascal. 1 pascal donc égale à 1 newton par mètre carré.
Ici, étant donné que les contraintes sont très grandes, on va parler en termes souvent de mégapascal ou bien de gigapascal. Et donc 1 mégapascal égale à 1 million de pascal, qui est égal à 1 million de newton mètre carré. 1 gigapascal égale à 1 milliard de pascal par exemple. Lors de l'essai de traction, on distingue dans le domaine élastique une droite dont la pente est une constante appelée module d'élasticité. Il faut dire que le module d'élasticité appelé E est juste la caractéristique, on peut dire spéciale de chaque matériau. Et elle est donnée par la relation suivante. Eta, qui est la contrainte, qui est égale à E, le module d'élasticité multiplié par epsilon. Epsilon qui est juste l'allongement du matériau en pourcentage. Après plusieurs essais de traction sur divers types de matériaux, il y a une tendance générale qui se dégage. Généralement pour des matériaux qui sont ductiles, cela veut dire que des matériaux qui sont facilement déformables, on observe que leur courbe de traction est assez plate et assez longue avec un très grand allongement. Et aussi pour les matériaux qui sont tels que l'acier, on a une résistance optimale à la contrainte et aussi un allongement qui est, je peux dire, normal. Pour les matériaux qui sont tels que la céramique ou bien la vitre, les matériaux vitreux, là par exemple on va dire qu'on n'a pratiquement pas d'allongement, mais on a une certaine fragilité, une certaine friabilité au moment de la rupture du matériau. Et là donc nous abordons le cas des essais de dureté. L'essai de dureté, comme son nom l'indique, permet de mesurer la dureté du matériau. Et donc la dureté c'est quoi? La dureté c'est juste la capacité qu'a un corps, ou même la résistance qu'a un corps à se laisser plus ou moins pénétrer par un corps étranger qui est le plus souvent plus dur que lui. Et donc là, dans le cas général des matériaux, dans le cas aussi particulier des aciers, il y a 3 grands types d'essais de dureté. Il y a l'essai de dureté selon Brinell, selon Vickers et selon Rockwell. Pour l'essai de dureté selon Brinell, là on a une bille en métal dur qui est généralement du tungstène qui est pressée sur l'acier. Et donc après avoir pressé la bille, il en résulte une trace qui a une forme de calotte renversée. Et donc l'examen de cette trace là va donner la valeur de l'essai de dureté selon Brinell. L'examen, c'est-à-dire on va mesurer la largeur, la profondeur de la trace, et grâce à une formule qui est là, on va donner la valeur de l'essai de dureté selon Brinell, qui est un HBW, qui est l'unité. Et donc là, l'essai selon Brinell est limité à 650 HBW. Cela veut dire que pour les matériaux qui sont beaucoup plus durs, c'est-à-dire qui dépassent les 650 HBW, on n'aura pas d'essai de dureté selon Brinell. C'est pour cela qu'il y a un deuxième essai de dureté qui est là maintenant selon Vickers. Et donc l'essai de dureté selon Vickers, c'est la même chose, c'est le même procédé que celui selon Brinell, mais la différence qu'ici, au lieu d'une bille en métal dur, en tungstène, on va utiliser une pyramide en diamant. Et donc c'est la même chose. Et là, l'unité c'est un HV. Enfin, nous avons l'essai de dureté selon Rockwell. L'essai de dureté selon Rockwell est entièrement automatisé, à la différence des autres essais. Et donc là, on a par exemple un HRB qui est l'unité. Donc là, le HRB est donné en fonction du corps pénétrant. Et c'est lorsque le corps pénétrant est une bille de métal dur. Et un HSC, lorsque le corps pénétrant est par exemple une pyramide, par exemple. Voilà. Et donc là, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est tout, un peu tout ce qu'on a vu sur l'acier. On se verra la prochaine fois peut-être pour aborder d'autres thèmes encore sur l'acier, d'autres thèmes dans d'autres disciplines telles que peut-être la géologie, l'archéologie, l'astronomie, etc. On verra en fonction de l'inspiration. J'espère que cela vous a plu et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. A plus, portez-vous bien. Ciao.